En France, on ne parlait pas de pouvoir d'agir. Bon, je suis responsable de la première introduction de ce concept. Je vais vous raconter rapidement comment ça s'est passé. En 2005, vous vous en souvenez sûrement, il y a eu ce formidable embrasement des banlieues, avec la révolte des jeunes qui foutaient le feu partout tellement ils n'en pouvaient plus. Et cette révolte des banlieues, elle était née d'un incident de jeunes de Clichy, en 1903, en 1993, se croyant ou étant, on n'a jamais su, je crois qu'il l'était effectivement, poursuivis par les policiers, sont réfugiés dans un transformateur électrique, ont été grillés, sont morts. Et cet incident a provoqué une sorte a mis l'étincelle à une frustration, une colère latente. Et bon, d'un seul coup, toutes les banlieues en France ou presque, se sont enflammées. Le maire de Clichy, là où ça s'était passé, un type qui est mort maintenant, qui s'appelait Claude Dillin, était effectivement dans une situation dramatique parce que lui-même avait à gérer une commune où il y avait un nombre considérable de gens dans la très grande difficulté, et en même temps une commune qui, parce que les choses sont liées, il y avait cette accumulation de difficultés sociales, une commune qui avait très peu de ressources propres. Et donc, c'est un maire qui était extraordinairement conscient de cette difficulté. À partir de là, il a accompagné, autant que faire se peut, la parole qui émanait de ces révoltes. Il a créé une association qui s'appelait Ville et Banlieue, qui était une association qui fédérait une trentaine de villes de banlieue, et pour porter un peu la parole des élus de ces territoires malheureux de la République dans l'espace public. 5 ans après, il publie dans le journal du dimanche une tribune qui était en fait une lettre à ceux qui ignorent les banlieues, et qui, ne cachons pas les choses, était une lettre au président de la République de l'époque, M. Sarkozy, sur le thème « Tous les indicateurs de dégradation de la situation des banlieues en France, depuis 2005, malgré toutes les mesures, dispositifs prises depuis pour essayer, tous ces indicateurs se sont aggravés. Nous sommes aujourd'hui sur une bombe à retardement et ça pose une question, pourquoi est-ce que nos politiques sociales, notamment, échouent dans ces quartiers? Et c'est une lettre formidable. Et moi, j'étais à l'époque responsable effectivement de la Fonda, qui est une association de valorisation de l'engagement associatif et de la place des associations dans l'espace public, du rôle des associations. Et je me suis dit, il faut absolument que le monde associatif vienne en appui de cette protestation, de cet appel, cette interpellation. Et j'ai commencé à rédiger un texte, à soumettre aux instances associatives. Et puis en l'écrivant, je me suis dit, mais il manque quelque chose d'essentiel, c'est que les populations de ces quartiers ne sont pas seulement des gens qui souffrent, des gens qui ont des problèmes et des problèmes graves, des gens qui nous interpellent et nous posent des problèmes, comme des questions sur lesquelles nous sommes sommés d'avoir des réponses associatives, administratives, politiques. Mais c'est des gens qui ont des ressources. Normalement, ils devraient tous crever. S'ils ne meurent pas, c'est qu'ils mobilisent énormément d'énergie, d'intelligence sur ce qu'ils vivent pour trouver des moyens de survivre. Et donc, si on allait plutôt rechercher comme des ressources des politiques sur les quartiers, cette intelligence de vécu, de l'expérience, ces initiatives souvent dans des zones grises ou dans des zones sombres, clandestines, mais malgré tout, qu'est-ce qu'il y a comme capacité de réagir à une situation dramatique pour assurer la survie et une possibilité d'avenir pour ses enfants, etc. Donc il y a un potentiel de ressources humaines extraordinaires dans cette difficulté économique et financière et sociale vécue. Donc l'expérience vécue est une ressource à valeur potentielle tant sur le plan des politiques publiques que sur le plan du développement économique des territoires. Donc j'ai fait un texte où je cherchais
à conceptualiser la chose en disant, mais il faut donner du pouvoir, faire émerger comme pouvoir ce savoir d'expérience des populations concernées. Et je ne trouvais pas de terme en français, donc j'ai parlé d'empowerment, parce que empowerment, c'est à la fois le processus d'acquisition et de mise en mouvement du pouvoir. Ce n'est pas le concept de pouvoir, c'est un processus qui s'inscrit dans des dynamiques sociales pour acquérir, conforter et mettre en mouvement, mettre en œuvre, mettre en marche, comme dirait l'autre, le pouvoir. Et à partir de là, j'ai fait ce texte que j'ai soumis et j'ai cherché quels étaient les réseaux, parce que le problème de ces quartiers en grande souffrance, c'est que les réseaux associatifs, les grands réseaux d'éducation populaire, très peu sont réellement présents. Ils parlent des banlieues, ils proposent pour les banlieues, ils ne sont pas dans les banlieues. Et donc j'ai cherché, bon, il y avait quelques réseaux qui étaient quand même, qui avaient en tout cas des présences réelles, militantes et physiques dans les banlieues, les centres sociaux, les gens qui font la prévention spécialisée, etc. Mais il y avait quand même, donc, 5-6 réseaux, je leur ai dit, voilà, je crois, il me semble qu'il faut dire ça. Et ils m'ont tous dit, mais écoute, tu as complètement raison, ça met en pratique, ça met en question à la fois notre regard sur notre action, et puis la matière même de notre pratique militante ou professionnelle. Donc, on s'est réunis pour reprendre mon texte et pouvoir en faire un texte collectif. Et c'est là où on s'est dit, mais il faut traduire, on ne va pas quand même diffuser un texte avec un mot qui n'est pas français. Et donc, on a parlé de pouvoir d'agir. Et à ce moment-là, on s'est aperçu qu'existait au Québec une association sur le développement du pouvoir d'agir. Et donc, on inventait des choses qui existaient déjà. Mais on l'a réellement inventé, et pour la France à cette époque, puis on a fait ce texte qu'on a diffusé dans le monde associatif, et puis progressivement est né un collectif du pouvoir d'agir qui regroupe toute une série de réseaux, depuis des réseaux très sur le ATD, je prends le plus grand, le plus sérieux des instances caritatives qui interviennent à ATD Carmonde, mais également le collectif Roosevelt, qui est plus sur des intellectuels etc. Donc, un regroupement associatif très considérable, mais pas une institution, c'est simplement une plateforme pour développer la mise en œuvre concrète de cette idée du pouvoir d'agir. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'agir? Soyons très clairs, le pouvoir d'agir, tout le monde en a d'une certaine façon, sauf qu'il est très inégalement réparti au sein de la société. Et quand l'objectif de notre collectif, il n'est pas de développer le pouvoir d'agir des gens d'en haut, le pouvoir d'agir du président de la République, le pouvoir d'agir des grands patrons, des grandes sociétés multinationales, ils n'ont pas besoin de nous pour développer leur pouvoir d'agir, ils en ont. Bon, et plus on descend dans les hiérarchies sociales, plus on s'aperçoit que les gens qui sont, plus on est en contact de la réalité vécue des gens, des situations, moins on a de réelle capacité d'intervention sur les situations que l'on connaît le mieux parce qu'on les vit. Et donc, le concept de pouvoir d'agir tel qu'on a voulu le développer, tel que l'ensemble de ce réseau associatif sont mobilisés dans l'échange, etc., c'est effectivement de transformer l'expérience vécue des situations sociales, quelles qu'elles soient, en capacité d'intervention. C'est ça, la démarche d'empowerment, d'acquisition et de développement du pouvoir d'agir. Problème de fond, c'est que les gens qui sont en situation d'avoir cette expérience unique, je dis unique parce que les gens qui vivent une situation savent de cette situation, ceux qui s'occupent de cette situation de l'extérieur, ils ont un savoir sur la situation, mais pas le même. Et ils ignorent ce savoir d'expérience. Et ça, c'est très vrai dans tous les domaines. Ce qu'un chômeur sait du chômage, toutes les institutions qui s'occupent du chômage, ils savent des tas de choses, mais ils ne savent pas ce que c'est que l'expérience vécue du chômage. Ce qu'une personne malade sait de sa souffrance de malade,
tout le système médical, paramédical, etc. C'est des choses sur la maladie. Elle ne sait pas, parce qu'elle ne peut pas savoir ce qu'est l'expérience vécue de la maladie, etc. Vous pouvez prendre tous les champs de la vie sociale, l'échec scolaire, les familles d'enfants en échec scolaire savent des choses sur l'échec scolaire que toutes les institutions éducatives ne savent pas. C'est pas pour dire que ces institutions ne savent rien, les professionnels ne savent rien. Il y a un savoir d'expérience qui est ignoré sur la place publique. C'est-à-dire qu'on a inculqué dans la tête de tout le monde, de tous les citoyens français, il y a des gens qui savent mieux que soi ce que l'on connaît, mieux que ce soit ce que l'on est. Et que d'une certaine façon, on définit les gens par le regard des autres sur soi, et des autres savants sur soi qui est ignorant. Et donc, il s'agit de renverser, et notamment d'arriver à construire chez les personnes qui sont en situation d'expérience vécue importante, et dans le social, les personnes qui sont les plus en souffrance, l'idée que leur souffrance, c'est à eux de se l'approprier et de se le concevoir et de le dire. C'est un travail d'accoucheur, l'accouchement d'un savoir latent, pour en faire un savoir réel, explicite. Ce savoir, le traduire même en pensée de cette situation, en idée, en conceptualisation, là on est en plein dans la construction d'une capacité culturelle. Non seulement le dire, mais pour le dire, il faut le penser. Le dire ensuite. Si on pense quelque chose d'essentiel, de valable, parce que c'est la vérité vécue de la situation, il faut être capable de le dire et de le faire entendre. Puis il faut aller plus loin, parce que simplement, si on n'est que dans le dire, on est dans la complainte. Il faut passer de la complainte à la demande opérationnelle. Voilà ce qu'on veut. Et il faut passer de voilà ce qu'on veut à voilà ce qu'on peut. Et construire une capacité collective, parce que l'individu tout seul, il est en fait en position de faiblesse, d'intervention pour que tout ce long processus aboutisse à une capacité de transformation de la situation. Alors, cette longue démarche, il faut, d'une certaine façon, des gens qui sont un peu à la fois dedans et dehors sur le terrain, des gens qui ont une relation avec l'institution et en même temps une relation de très grande proximité avec cette expression, et qui soient les accoucheurs, les sages-femmes du pouvoir d'agir des populations les plus en souffrance, les plus en bas de nos hiérarchies sociales. Et, là, vous avez compris, qui sont ces gens qui sont dans cette situation d'être des accoucheurs, alors, c'est la fameuse maïotique dont parle Platon, hein, sur l'approche socratique, qui consiste à faire accoucher du savoir des gens qui ne savent pas qu'ils savent. Bon. Et cette maïotique du pouvoir d'agir des populations qui en sont plus dépourvues, qui sont ceux qui sont en charge de ça? C'est les travailleurs sociaux. Notamment dans le social, soyons très clairs, les enseignants du primaire, des maternelles, sur le champ éducatif, sont exactement dans votre situation. Grande difficulté, c'est que vous êtes vous, mais toute l'institution est prise dans une sorte d'injonction contradictoire. Parce que, à la fois, vous avez tous nécessairement, même si c'est compliqué, facilité de comprendre, sinon de mettre en œuvre, ce rôle essentiel de respect, d'écoute, de respect, de reconnaissance de la réalité du savoir des gens qui sont dans une situation difficile. Et ce rôle d'accoucheur, il est essentiel. Tout le monde peut très facilement comprendre combien il est important. Mais en même temps, vous êtes dans des... Alors, l'enseignant, dans l'éducation nationale, c'est exactement la même chose. Vous êtes pris dans des logiques politico-administratives d'organisation des responsabilités collectives par rapport à tel ou tel problème.
Et pour exercer une responsabilité collective, on définit le problème, on le cadre, on l'organise, et on définit des statuts, des rôles, des fonctions, des règles, des obligations professionnelles. Et vous êtes pris dans ce cadre d'avoir à gérer des procédures, des dispositifs, des mécaniques complètement normés, qui en fait ont pour objectif de mettre les gens dans les cases qui sont prévues pour pouvoir agir avec eux et sur eux. Le problème, c'est que les gens, ce n'est pas simplement une matière inerte qu'on met dans des cases. Bon. Et vous êtes vous-même en permanence en train de trouver, plus ou moins clandestinement, comment régler cette difficulté, cette tension entre des règles qui vous sont imposées par votre statut, par votre position, par votre profession, et la réalité des situations auxquelles vous êtes. Bon, et vous êtes toujours en désir d'être proche des réalités et en même temps en obligation de répondre. Mais alors, il faut vous dire, c'est votre problème que vous vivez de ce que j'appelle, parce que je ne suis pas le seul, hein, une injonction paradoxale, contradictoire, une injonction qui vient des personnes et l'injonction qui vient de l'institution, elle parcourt toute l'institution. C'est-à-dire toute la politique sociale française, mais c'est vrai au niveau mondial, dans les autres pays, elle est dans cette contradiction. C'est que, effectivement, pour gérer la société, on fait des lois, des règlements, et du règlement, on fait effectivement des procédures, et les procédures, on fait, et on organise un découpage de la réalité sociale. Et de ce découpage, d'une certaine façon, il fragmente la société en une série de silos verticaux, et à l'intérieur de chacun des silos, on professionnalise les gens comme gestionnaires du silo. Et d'une certaine façon, le statut professionnel des gens devient un statut qui, au fur et à mesure qu'il les spécialise, les enferme dans cette spécialité. Et bien plus que ça, les règles de financement, les règles de gestion d'une carrière font que, attention, il s'agit de bien marquer les frontières pour être dans son statut. Et donc, on organise, on parlait tout à l'heure de la bureaucratie, on bureaucratise la fonction de régulation sociale que n'importe quelle institution publique doit assumer. Et donc, on est dans l'institution, structurellement, dans une situation, là aussi, complètement paradoxale. Il y a des réalités sociales qui sont complètement différentes, complètement spécifiques, complètement unifiées. Une famille en difficulté, elle a des problèmes qui sont des problèmes d'emploi, des problèmes de logement, des problèmes de sécurité, voire de délinquance, des problèmes de santé. Des problèmes. Elle accumule toute une série de problèmes qui sont liés à la difficulté sociale globale de la famille en bas de la société. Et quand je dis en bas, hein, voyez-moi, c'est pas par manque de respect, parce que c'est une sorte de vision que l'on a d'une hiérarchie. Bon. Or, cette unité de la difficulté sociale, elle est complètement fragmentée. La même famille va avoir 5, 6, 7 travailleurs sociaux différents ou dispositifs sociaux différents qui vont s'occuper de chacun un aspect. Et du même coup, la capacité de la famille en difficulté de prendre en charge globalement sa difficulté pour devenir un acteur, il est très difficile, elle est très difficile à émerger, parce qu'en plus parmi les travailleurs sociaux, il y en a qui sont dans des dispositifs gérés par des assos, il y en a qui sont gérés par la ville, d'autres qui sont gérés par le département, d'autres qui sont des dispositifs d'État, avec chaque fois pas les mêmes modes de financement, pas les mêmes, etc. Donc on a un éclatement du social qui, d'une certaine façon, asservit des populations concernées dans des dispositifs dont ils n'ont pas la maîtrise. Et vous, vous êtes à la charnière de cette contradiction. Et vous la vivez souvent douloureusement, d'autant plus douloureusement que ça, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, la charge de travail augmente, le nombre de dispositifs augmente, la gravité des situations augmente, et on se trouve avec une vraie crise en France
de l'insertion, de la cohésion, de l'unité de la société. D'où ça vient tout ça? Le problème, c'est qu'il y a une spécificité française, mais c'est un problème beaucoup plus général. Mais la spécificité française, c'est que depuis l'Ancien Régime, en passant par la Révolution, on a toujours pensé que dans la relation entre l'État au sens général, la puissance publique, et la société, il appartenait à l'État non seulement d'organiser la société, mais de définir la société en définissant des statuts, des postures, des positions à l'intérieur de l'ensemble de la société. Et donc on a une sorte de construction de la société par l'appareil d'État. Et ça, c'est une chose très très particulière à la France. C'était déjà l'Ancien Régime, hein, où le pouvoir royal, à travers les impôts, à travers la justice, était un pouvoir d'uniformité, d'uniformiser la diversité des provinces et des féodalités françaises de l'époque pour assujettir à un seul roi, à travers une seule justice, un seul système d'imposition. Et ce modèle-là, de centralisation par la loi et la règle, et l'uniformité de la règle, la même règle pour tout le monde. Pensez qu'en France, quand on a créé la République, en 1789, la grande majorité des Français de l'époque ne parlaient pas français. Ils ne savaient pas lire et écrire. Et donc, qui étaient, par définition, ceux qui avaient vocation à unifier la nouvelle société républicaine française, démocratie française, c'était ceux qui avaient le savoir. Et en plus, il y avait tout un mouvement philosophique, la fameuse Lumière, le siècle des Lumières, la philosophie de la rationalité, de la raison universelle. L'accès à la raison universelle, c'était le monopole de ces... Alors, on a été très loin en France, on a créé carrément des grandes écoles pour sélectionner ceux qui avaient le monopole, le privilège d'accès à la raison universelle. C'est les grands corps de l'État. Et la République a continué cette même démarche, et donc on a plus de 10 siècles d'histoire de monopole de la raison des cadres dirigeants du pays par rapport à une population qui conserve aujourd'hui, malgré les nouvelles technologies, malgré Internet, malgré un statut d'infériorité au regard du savoir. Le peuple est ignare, les élites ont le monopole du savoir. C'était l'origine, et c'est resté dans les gènes de notre République. Et c'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est plus le cas. Parce qu'en l'occurrence, on s'aperçoit que nos grands corps de l'État, on ne va pas en parler maintenant, mais j'ai beaucoup travaillé sur la distinction entre grandes écoles et universités. C'est fou, on est le seul pays au monde à avoir imaginé un truc pareil. Bon. Les grands corps de l'État, le monopole de la raison universelle, c'est par rapport aux droits de l'homme. Il y a deux, et pas une, source de la République. Il y a l'idée fondamentale des droits de la personne humaine, comme étant un critère d'universalité. L'autre critère, c'est la raison, qui est l'universalité de la raison, mais avec une différence fondamentale dans l'accès à cette universalité. Et donc, les grands corps de l'État, ils sont persuadés de posséder effectivement, parce qu'ils ont un monopole d'accès à la raison universelle, et qu'ils sont mieux placés que les autres pour y accéder, d'être capables de penser l'intérêt général mieux que tout le monde. Et cet intérêt général qui pense mieux que tout le monde, ils vont le mettre ensuite en musique, à travers la loi et le règlement, et à travers le règlement, après toutes les procédures, toutes les démarches d'affinement de ce principe d'universalité de la rationalité descendante. Et on se trouve en fait avec un mode de fonctionnement de la démocratie française fondé sur l'administration de la règle. Et une extraordinaire tension qui s'établit progressivement entre
les populations concernées dans tous les domaines, et cette règle universelle en disant « moi, c'est pas comme les autres ». Alors, c'est très clair, moi je ne suis pas comme les autres. L'État, d'une certaine façon, l'entend. Donc, on a construit au cours du temps un système à la fois très uniformisant par la règle universelle qui descend du ciel des idées portées par les grands corps de l'État sur la société, et toute une série d'exceptions. D'exceptions à la règle, parce que ça ne colle pas. Donc on va avoir une multiplicité de petits statuts particuliers, de petits corporatismes, c'est-à-dire de gens qui sont normalement intéressés au maintien de leurs particularités dans l'organisation légale des statuts. Et donc on a une société qui est incroyablement sclérosée par ces deux principes. On ne veut qu'une seule source de légitimité uniforme, et on n'a que des exceptions à la règle partout. Bon. Et ça, essayer de changer une société pareille, c'est très très compliqué. Et je termine un peu par monter en puissance, les citoyens français, ils se rendent compte de cette relative incompétence, impertinence, non-pertinence d'un mode d'organisation de la démocratie par rapport à la réalité des problèmes qu'ils vivent. Et non seulement ils voient ça, et donc ils en arrivent à douter de l'efficacité de la démocratie par rapport au vécu quotidien. Ça sert à quoi tous ces maximes? Donc on s'abstient aux élections, on vote pour n'importe qui a envie de donner des coups de pied dans la fourmilière. Ça peut aller vers des formes de populisme, ça peut aller vers mais ça va vers l'abstention, ça va vers des votes nuls, ça va vers un retrait civique de plus en plus marqué, et d'autant plus, et alors, le dernier échelon de raisonnement, que non seulement gérer le quotidien, notre modèle marche mal, mais en plus, tout le monde le sait, il y a des problèmes beaucoup plus considérables qui font que ce que sera le monde dans 50 ans, on n'est pas sûr que la civilisation humaine sera encore là. La dégradation de l'environnement s'accélère de façon exponentielle. Vous avez alors à la fois le réchauffement climatique, le mode de consommation, etc. Bon, les déchets qui s'accumulent, la destruction du vivant, l'espèce animale, l'espèce végétale qui s'accélère, les fonds de la mer qui deviennent effectivement des lieux inertes, l'air, la mer, la terre, le degré de pollution, d'inertie de la matière vivante s'accélère, etc., etc. Donc, je ne rentre pas, c'est des choses. Le domaine économique, il faut accélérer la croissance, etc. Quand on regarde ce que c'est, d'une part, vous avez cette déconnexion de plus en plus grande entre le champ de la spéculation financière non accroché à des réalités économiques, où les choses sont des valeurs financières en tant que telles. Et le champ de l'économie réelle, de plus en plus, il y a une sorte de découplage. Et dans les champs de l'économie réelle, la croissance de l'économie réelle est fondée sur quoi? Sur la capacité des gens d'acheter et d'utiliser des biens qui sont conçus pour être de moins en moins de longue durée, la fameuse obsolescence programmée, et bien plus non réparable. Essayez aujourd'hui de réparer n'importe quel objet que vous utilisez tous les jours, fer à repasser. L'autre jour, j'ai voulu réparer mon fer à repasser, c'est impossible de rentrer dans la mécanique. La mécanique, elle est faite pour ne pas être réparable. Moi, j'étais très bricolo dans ma jeunesse. Je vous assure que c'est des savoirs que je n'arrive plus tellement à mettre en œuvre. Donc, on est dans une logique où on fabrique pour fabriquer des choses qui sont destinées à une durée le moins longtemps possible. Tous nos petits engins avec lesquels on fait joujou tous les jours sont des engins qu'il faut changer de plus en plus souvent. Donc, on est dans une logique de construction de l'économie sur un principe de gaspillage. Et ça ne peut pas durer, parce qu'on est dans un monde fini. On n'est pas dans un monde de ressources infinies. Donc, tout ça, les citoyens, je peux redévelopper, la crise sociale, on a entre les très riches et les très pauvres pendant un siècle et demi,
on a, avec la construction de l'État-providence, etc., à travers le monde, essayé de réduire les écarts de patrimoine et de revenus. Donc depuis 20 ans, ce mouvement de réduction s'est arrêté et s'est inversé. Et aujourd'hui, on a effectivement entre les très très riches, vous savez les fameuses 65 personnes, enfin, familles, qui possèdent autant que le reste de l'humanité, les très très riches se sont enrichis et s'enrichissent tous les jours de façon extravagante. Les très très pauvres se sont appauvris et en entre deux, les gens sont terrifiés d'une pente descendante et non pas d'une pente ascendante. Bon, donc on se trouve dans une crise de civilisation, de mode de développement, crise démocratique. Vous êtes au front quotidien de la réalité de cette crise telle qu'elle se traduit dans la vie quotidienne des gens. C'est pas commode. C'est très important que les gens dont vous vous occupez acquièrent effectivement une forme de pouvoir. Je m'arrête, je vois que... Ah bon, c'est les mouches, c'est pas moi. C'est très important que, effectivement, vous soyez ces accoucheurs, ces médiateurs, ces sages-femmes du pouvoir d'agir des gens. C'est compliqué parce qu'en même temps, vous savez, c'est comme dans l'éducation. L'éducation d'un enfant, c'est l'aider à acquérir l'autonomie, l'aider à acquérir de pouvoir dire bye bye parents. Ben, c'est pas commode pour des parents de se défaire de leur autorité sur l'enfant. Et c'est ça la noblesse du rôle parental. D'une certaine façon, être accoucheur du pouvoir d'agir. Mais pour pouvoir jouer ce rôle dans une situation de tension, de prescription de votre rôle par l'institution qui n'est pas celui-là, donc d'injonction paradoxale, contradictoire, vous avez besoin vous-même de développer votre pouvoir d'agir, non pas votre pouvoir d'agir sur les gens dont vous vous occupez, mais dans le cadre de l'institution dont vous faites partie. Et cette acquisition d'un pouvoir d'agir transformateur. C'est le cas d'ailleurs de votre hiérarchie aussi, vous là. Bon, je ne sais pas si c'est votre problème, mais c'est effectivement le problème d'arriver à ce qu'au bout du compte, ceux qui là-haut, les grands corps de l'État qui croient que voilà comment il faut organiser le travail social, voilà comment il faut organiser la politique sociale du pays, qu'ils entendent ce qui vient de l'expérience. Et vous êtes aussi nécessairement des gens qui avaient cette parole à faire remonter. Donc ça veut dire que le pouvoir d'agir des populations concernées par votre action, ce n'est pas un pouvoir d'agir qui va vous blesser, diminuer, vous affaiblir. C'est un pouvoir d'agir qui, s'il émerge, vous incite à construire votre propre pouvoir d'agir, collectivement, pour que cette parole qui vient du bas soit entendue en haut. C'est très difficile, très compliqué, mais je crois que c'est un travail très très noble. Je vous remercie.